Explosion. Oh, c'est parti, ça record. Perfect! Ok, fait que là, ce serait le temps de taper dans les mains quand vous êtes prêts. 1, 1, 2, 2, 3, 3. go. C'était pas synchro. Ok. On recommence. Ok, arrêtez, là. Je vais le faire une fois. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Wi-Fi Café Ambition, l'épisode 7 de la saison 2. On doit être rendu à la 7e ou 8e semaine de confinement. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que je suis pris sur une île déserte, et puis c'est pas si mal. C'est pas si mal parce qu'on est en bonne compagnie avec Josiane et Daphné. Bonjour! Hey, bonjour Josiane. Et puis aujourd'hui, on a un invité vraiment cool qui va en partie, on peut dire, co-animer avec nous. C'est Christian. Christian Hamel, bonjour. Hi, comment il va? Allô à tous. Oui, ça va bien, vous autres? Oui, Nice, très nice. bien. Il Yeah. fait une belle température sur la Lune. Ouais, au moins 3. Nice. Nice. Non, je dis ça parce que dans les dernières semaines, dans l'actualité, on a beaucoup entendu parler de UFO et puis de signal qui nous vient de lointain. Mais comme je suis pas astronome, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Ouais, je pense que c'est le 5G qui fait ça. C'est ça de la faute au 5G. On a beaucoup entendu parler du 5G. Ouais. Et puis, on voulait parler dans ce podcast-là parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, c'est quelque chose qu'on aime faire, de e-commerce. Et puis, une des raisons pourquoi je pense que c'est intéressant de parler de e-commerce, ben, c'est qu'on a une expertise là-dedans. Et puis aussi qu'il y a tellement d'entreprises qui sont en train de prendre des mesures pour aller en ligne, pour bien le faire. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui se planifie, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir et puis qu'il faut bien faire. On parle beaucoup de Shopify sur le podcast Wi-Fi Café Ambition. On parle beaucoup de Shopify chez Néomédia, agence Mais oui, marketing mais web. on parle beaucoup de Shopify parce qu'on est partenaire Shopify, mais aussi, je pense que, Exact. disons-le, c'est une bonne solution, facile et très peu coûteuse comparativement à quelque chose de développé 100% pour le client. Exactement. Et c'est une Exactement. plateforme qui est canadienne aussi. C'est pas. Ben oui. Ouais, fait qu'on on encourage Soit à encore une Ottawa. fois l'économie locale, parce que c'est beau encourager le Québec, mais notre économie globale, c'est le Canada. Ouais, Rappelons-le. ouais, Tu sais, sans Exactement. dire des discours fédéralistes ou séparatistes, la réalité, c'est que le Québec fait partie encore à ce jour du Canada. Tu sais, donc, on partage le même dollar. Excusez-moi. Oui, je suis d'accord. Non, ben c'est correct. Et puis, Shopify étant une très bonne solution, je pense que les gens qui nous suivent commencent à la connaître, commencent à la comprendre. Et puis, je trouve que quand on part à zéro et puis qu'on a les besoins pour une petite entreprise qui a des besoins très simples, c'est probablement la meilleure solution. Mais il existe d'autres solutions. Et puis, je trouve que dernièrement, Shopify a tellement une grande popularité, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, que ces autres solutions-là sont peut-être mis un peu de côté quand ce serait potentiellement la bonne solution. Il y a d'autres solutions e-commerce comme WooCommerce, qui est la plateforme de commerce en ligne de WordPress. Il y a des solutions comme, j'allais dire Foursquare. Il y a des solutions comme... j'ai un blanc. J'ai un blanc. Big Commerce. Entre autres. Square. Mm-hmm. Mais personnellement, tu sais, si tu me demandes mon avis, les deux, tu sais, comme efficaces en ce moment pour le faire avec nos clients, Shopify puis WooCommerce. Puis dans Totalement, la vraie vie, c'est pour ça que donc, j'oublie les autres, parce que tu sais, t'as d'autres justement comme Foursquare, Wix, des trucs comme ça qui peuvent faire la job, mais c'est comme mettre un plaster sur une plaie ouverte où est-ce que tes organes tombent, ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Je veux dire, c'est un bel peu essai. graphique et gore. Non, mais c'est vrai. Non, c'est comme ça, je le vois. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui font comme, je vais me faire une boutique en ligne avec Wix, ci, ça. Et puis à chaque fois, ils arrivent, ils prennent leur mur, il y a une limitation. Et puis là, les limites, ils veulent... c'est ce qui cause le plus de problèmes en ce moment avec les clients. Toujours. C'est exact. Fait que ça finit tout le temps par Shopify ou WooCommerce ou par une solution custom. Et puis, la solution, justement, custom, où est-ce qu'on code le front et le back de la machine à partir de zéro, spécifiquement pour les besoins d'un client, ça peut valoir la peine, mais ça peut être quelque chose qui peut être très coûteux très rapidement. Donc, du 100% sur mesure, je pense que ça peut être bon, mais pour une moyenne, grande, très grande entreprise, ou j'ai un blanc. Josiane, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que chaque solution est vraiment propre à chaque entreprise. Tu sais, c'est pas parce que tu as une entreprise que tu connais qui a fait une nouvelle plateforme sur WooCommerce ou n'importe quoi sur Shopify que tu dois avoir exactement la même chose.
Tu dois t'adapter aussi à ta clientèle puis à tes besoins. Tu sais, quelqu'un qui fait juste de l'artisanat pourrait juste aller sur Etsy et il vient avec une banque de clients qui ont juste cherché dans le moteur de recherche général puis ils vont aller chercher directement des clients. Ils n'ont pas besoin d'avoir nécessairement un site web directement. Fait que, tu sais, c'est de s'adapter vraiment à chaque client. Je suis d'accord, mais là, tu sais, moi j'ai un problème avec le monde qui sont sur Etsy, parce que c'est eux autres qui chialent contre Amazon, mais pourtant, Amazon a aussi Amazon Handmade, donc la section artisanale. C'est la même chose que Etsy? Exact, c'est la même chose que Etsy. Et puis là, non, Amazon, blablabla, c'est des gros méchants américains milliardaires. Non, faut arrêter de pointer du doigt Amazon comme étant le gros méchant. C'est un répertoire. C'est un peu comme quand tes sauces à spaghetti sont à l'épicerie. T'as le choix entre telle marque, puis telle marque, puis telle marque. Ben, c'est la même chose pour Amazon. C'est un canal de distribution. La même chose que puis Etsy aussi, ce n'est pas des sites web et des solutions propres à une entreprise. Ce sont des canaux de distribution, comme une épicerie. Exactement. Et puis les mêmes qui chialent contre Amazon, c'est les mêmes qui en bénéficieraient énormément d'être dessus. Ça me rappelle, il y avait le magasin de disques. La semaine passée, mettre en contexte, tu as fait une entrevue à Radio-Canada. Et puis pendant ton entrevue, il y avait toi justement qui disais, regardez, Amazon peut aider les entreprises. Et puis, il faut être sur le web pour telle raison. Puis, tu donnais ton avis sur les différents nouveaux catalogues comme le panier bleu. Oui. Et puis, après ça, il y a un gars qui disait « J'espère que les gens vont pas aller sur Amazon, là, que je vous voie pas aller sur Amazon. » Un monsieur qui a un magasin de disques. Puis, j'étais comme « Man, ce monsieur-là, de un, avait l'air enragé. Et de deux, tout le long, justement, de son discours à la radio, c'était pour planter Amazon. Et puis, je l'écoutais parler, et puis c'est exactement le genre d'entreprise qui bénéficierait d'être sur des plateformes comme Amazon ou eBay. Tu sais, dans le temps que je travaillais dans un studio de musique, puis qu'il y avait des Américains qui venaient ici, tu sais, ils magasinaient notre musique, admettons, parce que, tu sais, c'est quelque chose de propre et culturel. Fait que, tu sais, des fois, ils cherchaient un band métal local qui chantait en anglais, mais qui venait de Montréal. Puis eux autres, c'était leur plaisir d'acheter des bands métal Montréal. C'est recherché, ces choses-là. Fait que, tu sais, si le disquaire en question de Montréal ou de Québec ou whatever justement ces artistes-là parce que c'est un canal de distribution comme un autre. Pourquoi tu les affiches pas sur Amazon? Parce que c'est justement cherché ailleurs dans le monde, tu sais. Faut arrêter de penser qu'on est les irrésistibles gaulois, là. Exact. J'aime tellement la parabole que tu viens de faire, c'est exactement ça. C'est tellement ça, puis c'est tellement comment je me sens. Parlant de ça, puis parlant de Amazon et de eBay et de Etsy, de canaux de distribution en ligne, il y en a un dernièrement qui a fait son apparition, et puis c'est celui de Shopify. Oui! On en avait parlé cette semaine, j'ai un blanc sur le nom. C'est Arrive change de nom. Arrive qui était la plateforme que tu pouvais tracker ton colis, où est-ce qu'il était rendu. Puis tous tes achats à une seule place. On a décidé de faire Shop pour te faire connaître des produits similaires à ceux que tu consommes. Donc, c'est incroyable. Les gens qui ont des boutiques Shopify une autre raison d'aller sur Shopify. Venez nous voir. Exactement. Peuvent, s'ils le veulent, faire partie de Shop, de l'application Shop, qui est une application mobile. Vous pouvez la trouver sur Android ou sur le iStore. Ouais. Et puis, vous pouvez littéralement shopper comme si c'était Amazon. Et puis, c'est des produits qui sont sur des boutiques Shopify, à gauche et à droite, mais qui sont centralisés sur la plateforme de distribution direct de Shopify. Si quelqu'un me demande si ça a une chance d'être le prochain Amazon, moi je dis hell yeah qu'il y a une chance que ce soit le prochain Amazon. Oui, vraiment, exactement. Parce que là, chacun peut avoir sa propre boutique sur son propre site web et ses produits se retrouvent dans une application qui va venir générer beaucoup de clientèle indirectement. Exactement. Fait que c'est des frais de publicité qui sont même pas à payer. La plateforme va s'occuper à t'envoyer des clients directement. Ben oui, c'est génial. Cette semaine, pour le fun, OK, j'ai été sur le panier bleu, OK? Là, je me dis, ça fait une couple de semaines que c'est en ligne. Colin, c'est un répertoire. C'est vraiment un répertoire, tu sais, genre, c'est comme
ben tu cherches puis là, tu sais, tu peux chercher la catégorie. Mettons, je veux du café dans la région de la Montérégie. Ben, ils vont te sortir les compagnies qui en fournissent, tu sais. Mais c'est pas, tu sais, genre, t'es en compétition avec toutes les autres qui font du café. T'as pas ton propre branding, tu sais, t'as pas, tu sais, je veux dire, Tu veux que je te dise quelque chose d'ironique dans cette histoire-là? C'est que la plupart des gens, les boomers, qui vont utiliser le panier bleu, vont aller sur Google pour trouver le panier bleu pour ensuite faire une recherche, quand la même recherche, il aurait pu la faire directement sur Google pour les mêmes ou meilleurs résultats. Et c'est là qu'on dit « OK, boomer ». Une autre chose qui est gratuit pour les petites moyennes entreprises et puis qu'il faut en profiter, c'est Google My Business. Ben oui. Tapez Google My Business sur Google, suivez les étapes, rentrez les informations de votre entreprise et puis quand les gens vont chercher votre entreprise ou un terme similaire à votre entreprise dans votre région, votre entreprise va sortir de manière prioritaire et puis ça va aussi vous permettre d'apparaître sur Google Maps. Donc, si vous ne l'avez pas fait, tapez Google My Business sur Google et puis suivez les étapes pour vous inscrire à Google My Business. C'est gratuit, c'est un autre moyen de se faire connaître. Donc, ceux qui le font pas déjà... Et spécifie pour les gens, ils vont recevoir une petite carte postale de la part de Google avec un petit code que tu vas falloir que les gens rentrent pour valider l'adresse et que c'est la bonne adresse du commerce, OK? Il y en a beaucoup qui l'oublient. Ouais, fait que c'est pour ça que je dis, là, faut spécifier la petite carte postale avec le petit code d'accès. Et puis la raison pourquoi Google fait ça, il envoie un code par la malle de cette manière-là, c'est que à la base, quand ils faisaient pas ça, il y avait des gens qui rentraient à peu près 500 adresses pour leur entreprise. Fait comme ça, la map était spammée de une entreprise. Oui. Genre, exemple, Roger le plombier, lui, il dit « Moi, je couvre tout l'Est de Montréal, exemple. » Mais dans tout l'Est de Montréal, dans à peu près 50 adresses différentes, il allait se mettre là. Comme ça, le monde se promenait sa map et puis partout, c'était sa business. Donc, c'est pour éviter de faire ça. Donc, quand vous allez vous inscrire sur Google My Business, vous allez recevoir quelques jours plus tard par la poste physique, un petit papier avec un code, et puis vous rentrez ce code-là sur Google My Business, et voilà, votre entreprise va être justement placée d'une manière prioritaire sur Google quand on recherche votre nom, et aux yeux de Google, vous allez être authentifié comme une vraie entreprise, donc vous allez avoir un signe de crédibilité, et si vous connectez ça à votre site web, c'est naturellement bon pour votre SEO. Ah, le fameux SEO. Oui, Seigneur. Ouais, mais une autre chose aussi que les gens savent pas, c'est que maintenant, Google My Business prend aussi en évaluation les commentaires sur les autres plateformes sociales comme Facebook. Fait que si les gens vous laissent des avis positifs ou négatifs, ils vont dire, OK, bon, ben, admettons, Google, t'as 4.8, mais t'as 4.6 sur Facebook. Puis là, tu vas regarder, peut-être qu'il y a plus de commentaires aussi sur Facebook que sur Google, parce que les gens laissent beaucoup plus de commentaires sur Facebook que Google en général. C'est vrai. Et aussi, une autre chose qui est le fun avec Google My Business, c'est quand l'économie va recommencer, qu'on va pouvoir aller dans les commerces et tout, c'est le programme Local Google Guide. Donc, c'est des guides locaux. Donc, admettons, moi, on vit à Longueuil, puis là, admettons, je tag mon petit café 5 étoiles. Ben, si quelqu'un regarde mon avis va compter beaucoup plus parce que j'ai le badge et ils vont dire le niveau aussi de Google Guide que je suis. Donc, je suis un guide de Google certifié. Donc, j'aime bien ça dire ça dans la vie. Ça se met-tu dans un CV, ça? Ben, moi, j'aime ça. Je veux dire, Google te donne un saut d'approbation comme une personne crédible qui peut donner son avis sur des choses. Moi, je trouve ça cool. Moi, personnellement, quelqu'un mettrait ça dans son CV, je le considérais. Je suis pas mal sûr encore là qu'un boomer verrait ça, il ferait ben, c'est quoi ces niaiseries-là, mais moi, personnellement, je vois ça, je fais c'est cool, ce petit clin d'œil le fun. Ouais, pendant le confinement, parlant de Google, j'ai été me chercher comme 4 certifications. Mm-hmm. Donc, Classroom, dont les publicités display, et YouTube Creator que j'ai refaites. Nice, félicitations. Ouais, moi aussi, je les ai pas mal toutes. Je les ai pas mal toutes. Puis, ce qui est drôle, c'est que moi, toutes les certifications que j'ai été chercher, Google, Shopify, toutes, c'est des trucs que j'ai fait comme ça, à l'improviste, en disant « Hey, j'ai 45 minutes, je vais le faire. » Veux-tu m'expliquer comment il y a des gens qui vont à l'école pendant 2 ans qui étudient pour aller spécifiquement chercher une de ces certifications-là?
je me sens comme imposteur, puis en même temps, genre, je comprends pas qu'est-ce que je comprends pas à pas étudier pendant 2 ans pour aller le chercher. Non, mais Parce que pour moi, c'était fucking facile. On a crack the code, Simon. On a crack the code. Parce que pour vrai, présentement, oui, OK, tu sais, genre, Google va engager des universitaires, mais pas parce que, genre, ils ont pas passé, tu sais, qu'ils ont des connaissances. Puis, tu sais, je m'en rends compte, OK? T'engages l'universitaire, puis, tu sais, je le vois chez Néomédia, OK? Je vais prendre un exemple, c'est pas rien de méchant et tout, OK? Christian, lui, il a développé, entre parenthèses, sur le tas, tout ce qui est développement web. Est-ce que je me trompe, Christian? Non, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, OK? Mais Christian, il y a une méthodologie de travail qui est un peu plus, je te dirais, moins structurée, OK? Puis c'est pas méchant, là, Christian, OK? Mais je trouve très j'ai mes structuré. techniques de travail. Hein. Oui, non, je sais, je Mais sais. fonctionnel. C'est fonctionnel pour toi, mais tu sais, c'est pas by the book. Mais à un moment donné, dans ton entreprise, tu as besoin de gens comme Geneviève que eux, ils ont besoin d'être guidés, mais qui font parfaitement à la lettre quand tu leur dis quoi faire. Mais si tu leur laisses trop de loisiveté, là, ils font plus rien. Tu sais, OK? Et t'as comme aussi... moi, présentement, chez Néomédia, on a ces profils totalement différents, là. C'est fou. Ouais. Mais l'université t'apprend une méthode de travail pour être un bon employé. OK? C'est vraiment ça que je vois. Donc, il te montre des bases pour être un bon employé. Et je le vois vraiment, tu sais, comme la différence. Et là, Philippe qui arrive, que lui, tu sais, il a pas fini l'école, il était en train de faire, tu sais, il s'en allait faire son droit dans les prochaines années, puis là, le COVID-19 est arrivé. Mais lui, il a soif d'apprendre et il veut, tu sais, comme évoluer. Écoute, genre, c'est rien de méchant, qu'est-ce que je dis là? C'est qu'il apprend à notre manière, justement. Ça, c'est quelque chose exactement. Fait que lui, il part du début, il apprend à notre manière. Si je dis, va faire tes certifications Google, je suis sûre que demain matin, il va aller les faire, puis il va, tu sais, pas arrêter tant qu'il l'aura pas fait, parce que son but est différent de celui de Geneviève et différent du tien. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, comme la beauté, c'est que, tu sais, j'ai rien contre l'université, mais tu sais, il y a une méthodologie que Geneviève a qui doit être dictée, puis c'est correct. Toi, Christian, si je te dis, OK, fais telle affaire, toi, tu vas penser 3 coups plus loin à une affaire que j'ai peut-être oublié de te dire, mais avec Geneviève, il va falloir que, tu sais, genre, j'aille, OK, regarde, cette semaine, il y a ça. Voici ton horaire de la semaine. Telle journée, je veux que tu fasses ça. Telle journée, je veux que tu fasses ça. Telle journée. Faut tu sais, comme plus prendre par la main parce que c'est ça que l'université habitue. On parle de profils différents pour des fonctions différentes. Exactement. Tu sais, c'est vraiment des fonctions différentes. Et c'est là que tu vois, tu sais, comme genre, justement, tu sais, Google va engager les universitaires pour ces raisons-là. Parce que, tu sais, ils sont habitués de mener à terme. Nous aussi, on est habitués de mener à terme et dans les deadlines, là, Christian. T'es d'accord avec ça? Ouais, c'est ça, ouais. On veut deliver tout le temps. Moi, je suis tellement fier, by the way. En presque 5 ans de Néomédia, on n'a jamais eu un projet en retard. Il n'y a pas une fois qu'on a été 1 semaine, 2 semaines passé le deadline. C'est jamais arrivé. Ah, wow, c'est déjà arrivé, mais c'était la faute du client. Ouais, oui, c'est ce qui arrive tout le temps, la faute du client. C'est ça, exactement, par notre faute. Je veux dire, s'il nous manque un morceau pour terminer, je veux dire, c'est hors de notre contrôle, mais je parle par notre faute, c'est jamais arrivé qu'on a été en retard. Exactement. Par contre, avec l'universitaire, qu'est-ce que j'ai remarqué? Faut que tu mettes des deadlines très serrés, sans ça, c'est pas fait. Tu sais, tu dis, je veux ça pour hier. Fait que, c'est ça. Mais tu sais, comme je dis, tu sais, on a vraiment différents profils et on a des gens d'expérience comme Christina, que eux autres ont été travailleurs autonomes à leur compte toute leur vie. Fait que, tu sais, c'est comme 25 ans, c'est toute une vie. J'aime ça, mon travail avec des gens comme Christina ou Christian. Ouais. Qu'est-ce que j'aime, c'est que justement, on parle de résultats, puis de partir du point A, d'aller au point B, et puis peut-être même de se rendre au point C. Et puis comment qu'on fait ça? C'est de manière très fonctionnelle. Quand je suis avec des gens comme Christian et des gens comme Christina, j'ai l'impression d'être genre un général d'une grande armée et puis d'être dans le war room et puis de regarder la map et puis dire on est là, on s'en va là et voilà comment qu'on va le faire et puis on est assisté par les meilleurs des gens qui font en sorte que les choses se passent. Puis moi quand je pense à des gens comme ça qui font en sorte que les choses se passent, ça me donne des frissons. J'adore les preneurs d'action, j'adore les gens qui font quelque chose. Il y en a beaucoup qui parlent en tas. Il y en a qui parlent puis on appelle ça entre nous autres le profil petit con. Puis je sens Philippe m'en
m'en montrait, parce que dans sa région, il y a des petits cons, puis il disait « Connais-tu lui? Connais-tu lui? » Puis j'étais comme « Ah, tabarnak! » Il montrait des gars qui avaient appris des scripts par cœur sur genre... Il vendait une landing page, là, puis tu sais, le concept landing page plus ads. Oui, faites-vous lui, pas il avoir disait, avec ça. il disait genre « Votre chiffre d'affaires va augmenter de 300%, c'est garanti. » Puis j'étais comme « What the fuck? » Mais ça, il n'y a rien de garanti. C'est pas le garantir. La landing page, OK, plus ads, c'est une bonne stratégie, mais il faut pas juste compter sur cet aspect-là. Il faut bâtir un écosystème autour de l'entreprise. Exactement. Pour que ça vaille la peine. Et puis cette partie-là, justement, elle est souvent skippée. Dans le sens que si je prends une landing page, je fais des ads avec un call to action, la plupart des gens ne vont pas acheter du premier coup. La plupart des gens, il va falloir qu'ils voient une marque à 6, 7, 8, 9 exposures avant de prendre action. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire des articles de blog, c'est pour ça que c'est intéressant de faire des publications de médias sociaux, faire un podcast, mettez de la viande autour de l'os de votre entreprise, parce que le moment que les gens vont commencer à chercher puis creuser autour de votre marque, vous voulez leur donner de la matière pour qu'il y ait quelque chose à aller chercher. Hyper important. Et puis ça, la simple formule landing page plus ads va pas faire ça. Exactement. Puis là, je pense qu'on va rentrer aussi dans un sujet que Christian aime beaucoup parler, dans pas très long. Puis ça va être... Là, je m'entends en double. Okay, donc, ouais, OK, c'est bon, c'est passé. Donc, genre, ce que je veux dire, ça revient à une question qui m'a été posée hier. Comment vous avez percé dans le milieu? Et je pense que qu'est-ce qui a fait une différence, c'est de devenir son propre influenceur. C'est-à-dire de créer du contenu qui va rajouter de la crédibilité. Si je pars de ma stratégie du mois de janvier, mais qui n'était pas vraiment une stratégie, qui était plus un coup de genre comme « Ah, désolé le sac, tabarnak, pas encore un autre qui va aller demander un prêt puis que dans 6 mois va déclarer faillite. » OK? Parce qu'en gros, qu'est-ce qui est arrivé avec l'histoire de Ricardo? Fais-nous un petit loop de qu'est-ce qui s'est passé puis comment toi, t'es devenue la personne influente dans l'histoire. Ouais, comment je suis devenue... Bon, fait que le 11 janvier, j'ai écrit un statut concernant les stratégies marketing de Ricardo, puis qui chialait, qui avait perdu des millions en revenus publicitaires, puis c'est comme 45% de son chiffre d'affaires qui est parti. Mais le gros problème avec Ricardo, puis tu sais que j'ai beaucoup de respect pour Ricardo, je veux pas que les gens pensent que je l'haïs pis tout, mais c'est parce que Ricardo fait exactement la même chose que beaucoup de petits entrepreneurs font et beaucoup de gens font, c'est-à-dire je publie un article de blog, mais pas de viande autour. Dans le cas de Ricardo, ses articles de blog, c'est je publie une recette, mais on voit pas Ricardo. Et Ricardo a fait sa notoriété comment au début des années 2000 avec son joli visage. Ça fait 20 ans qu'il fait ça, 25 ans, je sais plus. Mais tu sais, avec son joli minois souriant dans ta cuisine, puis ça te donnait le goût de le regarder quand tu le regardais à la télé. Sauf que les gens, la télé est en diminution. Même si tu le mets sur ici-tout.tv, ou autre, c'est peut-être pas le contenu que tu vas regarder sur ici-tout.tv. Et c'est là que Ricardo a manqué, je trouve, sa job, c'est d'être son propre influenceur pour influencer les gens. Et j'ai critiqué ça et j'ai donné la stratégie complète. Ricardo était tellement bien placé pour être son propre influenceur. Là, c'est exactement. Puis il a déjà accès à la machine à contenu pour créer son contenu et devenir un majeur créateur de web. Puis même à ça, à chaque fois que je marque une recette, je tombe sur le site de Ricardo. Fait que, tu sais, son SEO, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que maintenant, les gens utilisent des adblocks. Fait que c'est à peu près 50% des Québécois en ce moment qui utilisent des adblocks. Donc, tu vois pas les publicités, donc t'es pas rémunéré avec justement tout ce qui est programmatique de publicité sur ton site web. Et fait que c'est pas intéressant pour les entreprises de s'afficher sur le site de Ricardo ou dans son magazine papier qui sort une fois par mois. C'est pas intéressant comme ça l'a déjà été. C'est juste parce que le moyen de diffusion a changé. Donc, au mois de janvier, quand j'ai écrit ce statut-là, quelques heures après, François Lambert s'est mis à le partager. Ah oui, c'était incroyable.
plein de gens qui m'ont écrit plein de commentaires positifs. Pierre-Luc Cloutier m'a dit de me partir en affaires, puis j'ai le commentaire, je l'ai gardé en copy screen parce que je le trouvais incroyablement stupide. Mais c'est drôle parce qu'on est en affaires. Mais en même temps, faut comprendre d'où ils viennent. Faut comprendre d'où ils viennent. Puis en ce moment, pour le créateur de contenu web, c'est pas le plus beau des moments. Il y a moyen de faire de la limonade avec les temps qu'on vit. Exactement. Je suis content qu'en ce moment, on soit plus juste dans le marketing d'influence parce qu'il faut faire une parenthèse sur le fait qu'avant de démarrer Néomédia, notre business principal, c'était la création de contenu web. On avait des blogs, on faisait du YouTube, mais principalement des blogs et puis on vivait des collaborations. Néanmoins, dans les quelques dernières années, le marché a changé et c'est plus qu'est-ce que c'était parce qu'on le fait maintenant d'une manière différente. Il y a beaucoup de compétition aussi comparativement en 2013 à 2016 où est-ce que c'était mon prime time et que j'avais lâché un peu la consultation. Je prenais quelques bons clients en consultation et c'était surtout, qu'est-ce qui était très ridicule, des agences de publicité qui m'engageaient pour savoir, admettons, comment Twitter fonctionnait, comment Instagram fonctionnait et des choses comme ça, où est-ce que j'étais justement engagée sur des mandats comme ça et j'étais aussi engagée par des mandats aussi de publicité majeure. Consultation. Parlons de la formation que tu as faite qui est admissible au PACME, au PHTME. Oui, mais je veux juste finir l'histoire de Ricardo, puis après ça, on va arriver. Parce qu'après ça, je veux laisser aussi la parole à Christian sur le marketing d'influenceurs, qui en aurait long à dire. Et bref, fait que moi, la stratégie, je l'ai donnée et tout. Le lundi matin, le téléphone a sonné, je sais pas quoi, 100 fois, Simon? Le lundi matin, après, facile. En termes d'inbound, c'est notre plus grosse journée. C'était absolument notre plus grosse journée. Oui, et on a eu à peu près entre 300 et 600 courriels et messages Messenger de toutes sortes, soit directement à moi, soit direct à Néomédia. Il y a les gens qui voulaient m'interviewer un peu partout et tout. Ça a été vraiment un monstre. Et une journée après, donc on est rendu le lundi, donc le mardi, Nicolas Duvernois, il me dit que, genre, j'étais comme quasiment la queen du marketing au Québec. Fait que ça a donné un deuxième bond. Suite à ce statut-là, pendant 1 mois et demi, presque 2 mois, donc jusqu'au mois de mars, fait à peu près même encore, j'entends parler des répercussions et je le vois. Les gens m'ont associé comme étant la personne à suivre pour tout ce qui était marketing, web, marketing numérique et comme état, tu sais, la personne ressource. On en vit encore des répercussions positives de ça et puis ça témoigne de la puissance du marketing d'influence. Et après ça, pendant justement l'espèce de crise que tout le monde vit, nous, on n'est pas en train de la vivre du tout. Ça, thank God, Néomédia, je pense que, Christian, ça roule dessus, Christian, Néomédia. Ça roule en masse, oui. Tu sais, je suis content parce qu'on fait une job positive, on aide les entreprises à être en ligne. Puis j'ai l'impression, on parle beaucoup des gens dans les hôpitaux comme étant sur le front line. Moi, ces derniers jours, j'avais vraiment l'impression d'être sur la ligne de front et puis de faire tout ce qu'il faut pour que les entreprises, que leur monde a complètement été bouleversé, soient justement en mesure de continuer à faire affaire puis d'apporter la valeur qu'ils apportent en ce moment. Fait que je suis très fier de ce qu'on fait. Mais regardez la stratégie, comment on a été chercher de la notoriété par rapport à ce statut-là, puis par après. Fait que par après, pendant 2 semaines, on a recommencé juste toi et moi le podcast. OK? Fait qu'on a été chercher de l'intérêt, on a vu qu'il y avait de l'intérêt, on l'a fait live. Ensuite de ça, notre premier invité, bam, François Lambert. Voyez-vous, encore une fois, François qui l'a partagé partout. On s'est ramassé avec 180 vues et écoute du podcast, toutes plateformes confondues, presque 200 à l'heure actuelle. Donc, et puis, faut expliquer quelque chose. C'est que ces vues-là, ça a été sans faire de publicité. Et puis, des gens qui l'ont complètement écouté. Et puis, que c'est pas un podcast qu'on fait des jokes de pète. Dans le sens que chaque vue compte beaucoup. Autant pour nous que pour les gens qui l'écoutent. Fait que dans le très niche dans lequel on est, c'est quelque chose qui est vraiment bon. C'est un contenu qui est très ciblé en plus. Fait que tu sais, 200, c'est énormément pour le Québec, là, de côté écoute pour du marketing numérique. Là.
Exactement, puis il y a des gens qui viennent me poser des questions sur Instagram et tout. Mais cette stratégie-là, pendant les 4 dernières semaines, parce que là, on est rendu en mai, donc les 4 dernières semaines, on a positionné au moins 3 invités qui étaient dans le monde des affaires ou parallèlement au marketing numérique, comme François Lambert, Nadia Sarayoko et Taina Di Napoli. Donc, tu sais, quand même 3 influenceurs, créateurs de contenu web, qui ont des entreprises, qui est professeur d'université. Donc, tu sais, ça rajoute de la crédibilité. Un professeur d'université en marketing web qui passe à un podcast, ça rajoute une crédibilité. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé aussi dans le mois d'avril? J'ai passé à Radio-Canada un autre point de crédibilité pour la masse et l'audience. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'établir pour l'année 2020? C'est Néomédia, dont son ambassadrice principale, qui est le propriétaire, une des cofondatrices, donc propriétaire de l'entreprise, Josiane Brousseau, connaît son shit en marketing. Tu sais, je veux dire, ça a pris 14 ans à ce que je comprenne cette stratégie-là. Tu sais, je veux dire, je le faisais pour les clients, mais c'est la première année, je pense, qu'on le fait correctement, où est-ce que, tu sais, j'accorde des entrevues télé-radio, qui est des médias traditionnels, mais si vous voulez en avoir plus de stratégie, allez consulter mon contenu sur YouTube. Allez consulter mon contenu sur le podcast. Une différence montre, c'est de passer justement de l'homme et de la femme orchestre à tout faire, à justement s'entourer une équipe d'experts. Il y a beaucoup de gens, je me rappelle, qui disent « Ah, quand vous vous lancez en affaires, entourez-vous d'une bonne équipe, entourez-vous d'une bonne équipe. » Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça je suis d'accord. Mais depuis qu'on a les moyens de le faire puis de bien le faire, ça fait un monde de différence. C'est ça qui a fait passer de c'est un one-man show à justement un monstre. Et puis, tu sais, il y a beaucoup de choses, beaucoup de points sur lesquels que j'ai beaucoup on peut dire le syndrome de l'imposteur, ou que j'aimerais ça qu'on en fasse plus pour nos propres médias en ligne, pour nos propres médias sociaux, pour nos propres campagnes de pub. Néanmoins, quelque chose où que je suis tellement fier, puis où est-ce qu'on livre toujours la marchandise, c'est à propos des contrats avec nos clients, on over-deliver. Donc, on se néglige un peu, mais pour qu'est-ce que nous on fait, et puis de mettre toutes ces ressources-là, ces gens-là, puis qu'est-ce qu'on fait. Je suis tellement fier. Exactement. Puis je pense que, tu sais, justement, puis Christian, dis-moi si je me trompe, mais tu sais, les gens qui chialent sur le marketing d'influenceurs parce qu'ils pensent que c'est juste P.O. Baudouin puis Pierre-Luc Cloutier, puis c'est ce monde-là qui est un peu fake, en pensant qu'ils sont tous des anciens de la télé, en plus, tu sais, qui ont pas super bien réussi à la télé. Et présentement, je regarde leurs statistiques et leur état mental, ça va pas bien. Donc, tu sais, je veux dire... tu sais, je pense que la façon de s'établir entre un influenceur crédible et un influenceur, justement, tu sais, comme facilement bâchable, parce que, tu sais, veux pas, tout le monde a de l'influence, puis même, on peut dire, tu sais, François Legault et Horacio Arruda, en ce moment, il y a même des t-shirts à leur effigie, il y a tout, je pense que ils ont su très bien gérer une situation, mettre assez d'influence sur les Québécois et les créateurs de contenu pour que le contenu et le message se passent. Et là, je pense que si les gens vont commencer à comprendre que, tu sais, oui, un influenceur, pour son e-com, ça peut être bon, mais il faut que ça soit fait de la bonne façon et d'une bonne stratégie, pas juste ce que tu veux dire là, c'est intéressant parce que un influenceur, c'est pas nécessairement juste quelqu'un qui a début vingtaine, qui a du gel dans les cheveux puis qui fait des photos de voyage sur Instagram. N'importe qui peut être un influenceur tant qu'il est une influence positive ou même peut être négative dans son domaine. Et puis justement, ça me fait venir au sujet. Christian, avec qui on est sur le podcast dans les dernières années, a travaillé d'arrache-pied, et puis je l'ai vu, et puis je l'ai testé, et puis j'ai vu, c'est incroyable. On l'a supporté moralement, j'essaie de faire de la pub quand j'ai le temps. Christian a développé... Ça. Vous avez été là dès le départ aussi, là, fait que vous avez vu l'évolution du projet. Exactement. Fait que dans les dernières années, Christian a développé une plateforme. La première fois qu'il est venu nous voir, en 2017, c'était encore une page Word... Oui. 8 par 11. Mais bon. Ouais. Anyway, dans les dernières années, Christian, même maintenant, je pense quasiment 4 dernières années, Christian a travaillé sur une plateforme incroyable.
pour le marketing d'influenceurs. Quelque chose qui est en train de changer, mais quelque chose qui, pour moi, est là pour rester. On l'a vu dans les derniers mois avec les gens qui ont parlé de nous. On a nous-mêmes, dans le temps qu'on était vraiment impliqués dans les médias en ligne, fait des campagnes d'influenceurs par centaines, plusieurs de centaines. Et puis, il manquait toujours quelque chose au niveau communication, au niveau c'est quoi mon engagement versus la marque, quel point que je prends, comment je me positionne. Il manquait ce genre de middleman-là, de tiers au milieu. Et puis, c'est ça que Christian a créé avec une plateforme qui s'appelle Souk. Christian, parle-nous donc de Souk, d'où ça vient, comment ça a été fait, parce que c'est vraiment intéressant, et puis comment les petites, moyennes et même grandes entreprises peuvent bénéficier de Souk ces temps-ci, qui est une plateforme de marketing d'influence. Puis, je vais faire une parenthèse juste avant que Christian commence. Pour tous les créateurs de contenu, commencez à vous inscrire sur Souk, parce que dès que je dis pour juillet, il y a des gros projets qui devraient s'en venir sur Souk à cause de Néomédia. J'en dis pas plus. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment un outil qui va venir aider les créateurs de contenu à se trouver des commanditaires auprès des entreprises qui ont un public qui est pas mal semblable. Puis nous, vraiment, c'était pour... à la base, c'est parce que moi, en 2016, j'ai fait un podcast qui s'appelait Les Informateurs, puis d'avoir acheté tout mon équipement, j'ai dépensé d'un proche de 4 chiffres pour tous mes micros, ma table d'enregistrement. Tu sais, c'est une grosse dépense. Puis pendant que je faisais mon podcast, tu sais, j'en ai fait environ 35. Puis je me disais tout le temps, comment est-ce que je pourrais rentabiliser ça? Tu sais, au moins retrouver l'argent que j'ai dépensé, puis peut-être acheter d'autres équipements encore meilleurs pour évoluer. Fait que c'est là que je me suis dit, tu sais, intégrer des publicités, ça serait la solution la plus simple pour moi en tant que créateur, puis en même temps, ben, je rendrais service à une entreprise qui irait chez mon auditoire qui était d'environ 250 écoutes par épisode. Fait que si une entreprise était ciblée sur mes sujets ou juste sur le fait que son public cible, ça peut être n'importe qui, nous avons un restaurant du genre chaîne de restaurants rapide, eux autres, s'ils veulent venir chercher directement, mon public était pas mal général, c'était un podcast d'humour absurde, improvisé. Je mettais dans le fond deux invités par épisode au défi d'improviser une chronique live on allait sur Wikipédia, puis on cliquait sur le bouton page au hasard. Ça donnait automatiquement le sujet qu'on devait parler. Fait que, mon public cible était pas mal sur l'humour et le fait de se divertir. C'était un peu comme un quiz télévisé, dans le fond, rendu là. Puis c'est ça, là, j'ai commencé j'ai demandé à des créateurs de contenu, genre, faites-moi des publicités, faites-moi des sketchs, n'importe quoi, puis ça va compter comme une publicité dans mon podcast, puis je vous fais ça gratuitement. Tu sais, je testais un peu le concept d'intégrer des espaces publicitaires dans mon podcast, puis ça a bien marché. J'ai eu, à tous les épisodes, j'avais comme soit quelqu'un qui faisait un petit sketch ou quelqu'un qui m'offrait sa chanson, tu sais, ceux qui font de la musique chez eux puis qui veulent se faire connaître, ils me faisaient ça, puis moi, en retour, ben, je faisais la publicité pour eux autres. Mais là, pour aller chez des entreprises, je savais pas comment faire. C'était vraiment un problème que j'avais jamais fait ça, d'approcher des entreprises pour dire hey, j'ai un podcast, puis dans ce temps-là, tu sais, ça le 4 ans, le podcast, c'était pas tant connu. Même le gars-là des Oliviers, ça fait juste 3 ans, je pense, qu'ils ont une catégorie podcast. C'est ça, c'était encore très nouveau, personne ne comprenait. C'était trop récent. C'est dans la dernière année que ça a pris vraiment ici au Québec un essor. Exact. C'est très récent. Puis moi, j'étais comme en avance sous mon temps, mais c'était tant mieux comme ça. Fait que la plateforme a pu être conçue d'ici là. Puis c'est ça, mon but, c'était vraiment de créer une plateforme qui allait aider à mettre en relation les créateurs de contenu avec des entreprises qui ont un public cible, qui ont les mêmes champs d'intérêt pour que la publicité soit intéressante pour l'auditeur. Ça veut dire que si c'est une chaîne YouTube, un podcast qui parle de jeux vidéo, ben une compagnie, une petite boutique de jeux vidéo que sa boutique en ligne, elle a un très gros intérêt à commanditer son podcast, à se faire de la publicité, parce que le public cible, c'est 100% quelque chose qui va intéresser. Tu sais pas, t'écoutes un podcast de jeux vidéo, puis là, t'as une annonce de voiture, de concessionnaire, puis ça t'intéresse pas en tant qu'auditeur de te faire vendre une voiture, mais si tu te fais vendre des jeux vidéo,
ben c'est complètement autre chose. Fait que la plateforme, elle s'occupe de vraiment mettre en relation ceux qui ont vraiment des réels champs d'intérêt en commun ensemble, puis dire hey, regardez, vous avez une opportunité de travailler ensemble, alors est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? Si il y a deux oui, ben là, les deux rentrent en communication directement sur la plateforme, ils vont pouvoir faire des négociations, déterminer les termes du contrat, puis pour combien de temps la publicité, combien d'épisodes. Après ça, il tombe avec la signature du contrat sur la plateforme directement. Après ça, la facturation va se générer automatiquement. Puis il va y avoir le suivi aussi de si c'était pour 10 épisodes, ben les 10 épisodes, il va falloir que le créateur de contenu l'indique à la compagnie, genre OK, ta publicité dans cet épisode-là, dans Donc, cet c'est épisode-là. vraiment clair. Exactement. Admettons, OK, je vais me mettre dans les souliers de j'ai une entreprise. Exemple, j'ai une pâtisserie, je fais des gâteaux, puis je fais des vraiment beaux gâteaux Instagrammables. J'ai envie de devenir vraiment populaire parce que justement, je commence à vendre en ligne, je commence à avoir de la marchandise promotionnelle autour de mes gâteaux, puis autour du branding que j'ai construit. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Ce serait d'aller sur Souk, et puis de créer une genre d'appel d'offres pour les influenceurs pour dire voilà mon entreprise, voilà qu'est-ce que j'offre, que ce soit en produits ou en argent, et puis les créateurs de contenu qui sont intéressés peuvent appliquer, et puis après ça, moi je choisis lesquels avec qui je travaille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu vas, en tant qu'entreprise, tu vas dire, ben, c'est comme les créateurs de contenu, tu vas dire oui ou non si chaque offre t'intéresse. Puis s'il y a deux oui, que le créateur veut travailler avec toi et toi, tu veux travailler avec lui, ben là, vous avez tout en place pour pouvoir travailler ensemble puis développer quelque chose. Et puis ça, contrairement là, à le contacter juste sur Instagram, ça me permet aussi d'avoir un paquet de statistiques sur l'influenceur, voir des campagnes qu'il a faites dans le passé, qu'est-ce qui est correct avec ou non, dans le sens quel genre de contenu il aime faire. Fait que ça, c'est un gros plus. Et puis ça coûte quoi? Ça coûte-tu quelque chose d'être sur ça? Parce que c'est trop beau pour être vrai. Non, l'abonnement de base est gratuite, mais elle va être limitée. Mais ça, c'est comprenable. Ça permet aussi de faire ses fiches d'entreprise, de faire toutes ces affaires gratuitement. Puis dès que plus tu utilises la plateforme, plus tu as des besoins, plus tu pourras aller vers les abonnements qui sont plus payants. L'abonnement de base est de 7$ par mois pour une entreprise. C'est rien. C'est rien, là. Il y a d'autres applications similaires que c'est 300$ par mois, là. Ouais, ben c'est ça. C'est vraiment que c'est ça. Avec l'abonnement de base, on débloque tout le nécessaire en tant qu'entreprise individuelle pour travailler avec la plateforme Souk, mais il va quand même avoir des frais de service à chaque entente, dans le fond. Ça, c'est des frais qui vont être déterminés selon le montant qui est de l'entente entre les deux. Puis tu sais, comme on disait, une pâtisserie qui voudrait se faire connaître, ben je pense que l'avantage, c'est d'envoyer, de faire tester ses produits par le créateur de contenu. Fait que le créateur de contenu, soit il va faire une vidéo, il va goûter des gâteaux, ou il va faire des photos Instagram puis dire hey, regardez ce que j'ai, c'est super beau, c'est super bon. J'imagine, tu sais, moi, en tant que propriétaire de petite entreprise, tu sais, je suis pressé, j'ai pas beaucoup d'argent nécessairement, puis j'ai pas beaucoup de temps, fait que je veux pas me faire avoir par l'influenceur. Y a-tu quelque chose qui me garantit que l'influenceur, le créateur de contenu web, va travailler avec moi si j'y envoie des produits? Je pense que oui, parce que tu peux faire une entente contractuelle avec lui, puis un petit peu à la même manière que c'est ça, c'est Uber selon le ou contrat, Amazon. C'est ça, parce que la compagnie... ouais, c'est ça. Il y a un rating, puis tout. Il y a un rating, tu sais, on voit ça sur Amazon, on voit ça sur eBay, tu sais, quand t'as une entente avec quelqu'un, ben, tu l'as fait jusqu'au bout, puis si ça va pas, ben, tu l'indiques, puis cette personne-là va avoir un mauvais nom, fait qu'elle a pas le choix de rendre le service, puis la compagnie aussi de payer quand c'est le temps de payer. Fait qu'il y a vraiment un suivi, c'est un environnement sécuritaire aussi pour faire ce genre de démarche-là, parce que si tu le fais manuellement, disons en tant qu'entreprise, tu dis, bon, ben, je veux investir sur le web, je vais faire mes recherches moi-même. Par où est-ce que je commence? Là, tu cherches genre YouTube, tu vas sur YouTube, tu cherches québécois, manger des gâteaux, non, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui savent pas. Ça me fait penser, tout ce que tu as créé avec ça, c'est ta propre technologie à toi, ça t'appartient. Oui. Là, c'est pas juste un répertoire, là, c'est pas un catalogue d'influenceurs, c'est un logiciel web que tu as créé qui appartient à la compagnie. Là. Exact. C'est pas un WordPress, c'est pas tu sais, j'ai parti de A à Z, là, vraiment, j'ai fait les premières lignes de code du système. Puis ça a évolué avec mon équipe. On était 4 développeurs à un moment donné. C'est quand même assez énorme. Là. C'est vraiment propre à moi, puis ça m'appartient comme technologie. Puis il y a une intelligence artificielle qui fait les liaisons et qui génère des rapports complets qui donnent une étoile sur 5, à savoir est-ce que cette personne-là, on a un public cible semblable. Fait que là,
quand tu as une liaison, tu as le rapport qui va avec pour dire, OK, on se rejoint sur tous ces points-là. Puis en plus, c'est facile de savoir si vous vous rejoignez aussi sur le côté éthique de la chose. Mettons, si tu veux, t'es un entrepreneur puis tu veux pas de quelqu'un qui va avoir de la violence dans ses vidéos ou des propos de vulgaires, des sacs, politique, des jurons. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a 6 critères de base qui vont pas t'indiquer si c'est vert ou rouge. Pour dire si vous avez un match aussi là-dessus. Ça va pas vous empêcher d'avoir la liaison, mais tu sais, de voir que quelqu'un va avoir des jurons dans son podcast, ben tu vas le savoir, puis c'est à toi de faire, c'est dire oui ou non, je veux travailler avec cette personne-là quand même si elle a un super gros auditoire. Je pense qu'il y a une décision à prendre, que ce sera pas grave les jurons, le message va s'entendre quand même. Là. Ça c'est sûr. Tu sais, comme nous, on en lance une fois de temps en temps, puis je pense Ouais, que ben c'est ça. le message est clair, puis je pense que l'être humain aussi, surtout avec, je trouve ça beaucoup plus libre, les podcasts, les vidéos YouTube, que de la télé traditionnelle, où est-ce que parce que je veux pas que la publicité, devienne comme ce qu'on entend avec la télé puis la radio, où est-ce que les commanditaires vont dire, OK, on n'aime pas ça, ce genre de contenu-là, faites plus ça, faites pas ça, puis tu sais, sont trop limités dans la liberté créative. Je veux vraiment que ça soit fait avec transparence, que oui, le créateur de contenu, il a son style, il est peut-être violent, il fait peut-être quelque chose de vraiment très bizarre, mais c'est comme ça qu'il réussit à rejoindre son public. Puis toi, en tant qu'entrepreneur, si tu demandes au créateur de contenu de faire la publicité à sa façon, comme il est habitué de parler à son public, il connaît son public, ben le message va passer beaucoup mieux. C'est vrai, ça. Tu viens tellement de toucher une corde sensible avec nous, je pense, avec Josiane et moi, parce que, comme je disais avant, on était dans la business du blog, puis des partenariats avec des marques, on en a fait des centaines. On en a fait qui étaient vraiment agréables, qui étaient cool puis positif pour les deux parties, le créateur de contenu, la marque et puis l'audience, donc les trois parties impliquées dans l'histoire. Et puis, il y en a que c'était du non-sens. Josiane, explique-nous, c'est des bonnes et des mauvaises campagnes. Okay. Mais regarde, la dernière campagne vraiment que j'ai faite qui a été quand même assez payante, c'était en 2017, 2018. Ouais, 2018, OK? En 2018, on a fait une campagne avec un producteur, en fait, les œufs du Canada. Et ils sont arrivés, j'avais écrit un texte, il y avait de l'humour, puis tout ça, parce que je voyais il était bon, ton texte. Il était vraiment bon. Il me le renvoie 1 mois plus tard, ce n'est plus mon texte. J'étais bleue. J'étais vraiment bleue. Puis je me suis excusée sur Instagram à mon audience 1 mois plus tard. J'ai dit je pouvais rien dire parce que, tu sais, je voulais être payée puis je voulais manger, tu sais. Mais c'est pas mon texte à moi. C'est pas... Ils ont gardé des éléments, mais c'était plus du tout... Tu prends les deux textes, puis je suis comme, ben voyons donc. Et puis, moi, je comprends que tu veuilles corriger les fautes d'orthographe ou des tournures de phrases, mais changer l'essence du message, ça, je suis d'accord, puis c'est pour ça que les meilleurs partenariats, justement, de marketing d'influence, c'est ceux où est-ce qu'il y a une discussion active, puis je pense que les marques, puis ça, c'est une chose que beaucoup n'ont pas fait, mais que les marques auraient tellement, les marques, les agences de presse, ceux qui travaillent avec les créateurs de contenu, les influenceurs, auraient avantage à faire, ce serait d'avoir une discussion active entre le créateur de contenu et la marque pour dire qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce que ton audience aime, parce que personne connaît mieux une marque que son audience que le créateur de contenu. Il connaît son audience, il sait qu'est-ce qu'il aime, il sait qu'est-ce que son monde n'aime pas, il sait qu'est-ce qui fait de l'interaction, il sait qu'est-ce qui va viral, fait qu'il va dire « Hey, j'ai une idée, on va faire telle ou telle chose parce que c'est ça que mon audience aime. » Et puis là, après, la compagnie dit nous, on trouve que telle chose est une bonne idée et voilà comment on va t'aider à le faire, plutôt que de dire t'as rien à dire, tu suis notre guideline à la lettre. C'est très mauvais de suivre, de faire ça comme ça. Et d'imposer ça. Non, c'est ça, il faut pas imposer. C'est ça, le souk média, je pousse vraiment ça, la publicité, quand j'en parle de souk, il faut vraiment que je le dise aux entreprises. Laissez les créateurs libres de qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est les meilleurs collaborateurs. Valider. Oui, c'est ça, ils peuvent valider avec vous, ou pire, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est dans une bonne lignée, mais le produit final, il faut laisser le créateur de contenu le faire à sa façon. C'est là qu'il va avoir les meilleurs résultats. C'est là que le message va vraiment passer. J'ai déjà entendu des podcasts où est-ce que les podcasteurs commençaient leur épisode puis ils lisaient un message sur papier que la compagnie leur avait écrit. C'est malaisant, c'est plat. C'est pas bon, ça brise le mood,
directement le message. De bonnes pratiques de marketing d'influence, moi je trouve qu'ils sont parmi les meilleurs, ok? C'est quand, là c'est sûr avec le COVID-19, c'est plus difficile, c'est des campagnes de marketing d'influence qui sont un peu plus coûteuses, il y a moyen de la faire pour pas trop cher, ce genre-là, mais c'est ceux qui font vivre des expériences à des influenceurs. Oui, et puis, ça a tout le temps été les meilleures expériences du marketing d'influenceurs. Une de mes préférées que j'ai vues, une de mes expériences préférées que j'ai vues, pas que j'ai vécu, mais que j'ai vues, c'était dernièrement, dans les dernières années, j'ai vu le jeu World of Tank, qui est un jeu vidéo justement avec des tanks. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont invité des créateurs de contenu web à prendre l'avion, aller genre en Tchécoslovaquie, conduire des vrais tanks de la Deuxième Guerre mondiale, puis des tanks récents, puis il y avait un gros champ, puis ils pouvaient se promener avec les tanks, écraser des arbres. C'était malade, puis c'était pour faire la promotion du jeu World of Tank. Premièrement, le créateur, il s'amuse, c'est super positif, ça rajoute une super bonne vibe. Tout le long, il dit merci à la compagnie qui l'a fait, comment c'est le fun. L'audience trouve ça le fun, puis le créateur de contenu a une belle opportunité de justement créer du contenu drôle, divertissant, et puis la marque, elle passe pour le bon Dieu là-dedans, parce que justement, c'est eux qui ont fait en sorte que tout ça arrive, puis ça fait des références. Le contenu va en parler plus tard aussi, tu sais, c'est quelque chose qui va rester. Puis quand on parle de ce genre de vidéo-là, c'est une publicité, tu sais, on parle souvent de tu sais, si on parle de la publicité dans les médias traditionnels, genre la télé, la radio, tu payes pour ta publicité, elle va être diffusée une couple de fois, pour ça c'est fini. Mais quand c'est une publicité qui est incluse dans la réalisation du créateur de contenu, tant et aussi longtemps que la vidéo est en ligne, la publicité reste. Ça veut dire que si tu payes pour un petit créateur de contenu, mettons qui commence, qui a peut-être juste 1000 abonnés, puis il y en a 10 000 dans 2 ans, les nouveaux auditeurs vont aller voir ces anciens épisodes, ils vont aller voir qu'est-ce qu'ils faisaient avant, puis là, la publicité va continuer à rouler, elle va continuer d'exister. Ça veut dire que en plus d'avoir une publicité qui va être intemporelle, t'as aidé sûrement le créateur à s'acheter un meilleur équipement, une meilleure caméra, un meilleur son, t'aides le créateur à évoluer pour avoir une meilleure audience plus tard qui va venir écouter les épisodes précédents. Ça veut dire que c'est un investissement aussi pour les deux. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis une des choses qui est une des plus belles choses là-dedans, c'est que après ça, c'est pas juste une collaboration qui est là et puis qui a été faite, puis une fois que c'est fait, c'est terminé. Non, tu peux reprendre ce contenu-là à l'infini, le couper, en faire des publicités, le couper d'une autre manière, en faire une publication Facebook, le couper d'une autre manière, en faire une publication sur Twitter. C'est réutilisable et recyclable au presque infini. Et puis ça, les marques devraient tellement plus faire ça. Qu'est-ce que je dis, moi, aux clients quand ils me demandent une stratégie? Fais-toi une grosse pièce de contenu. Exemple, un podcast. Et on le voit présentement avec mon podcast, la manière que je le gère sur les médias sociaux. Soit je mets un extrait, j'ai trouvé une super application, puis je vais en parler parce que tout le monde me dit « C'est quoi l'application que tu utilises pour faire des waves avec ton podcast? » C'est Headliner. Headliner, qu'est-ce que ça fait? Ça te redivise. Ça te fait ton podcast pour la version YouTube. Ça fait aussi ton podcast pour des extraits pour Instagram, pour TikTok ou la plateforme que tu veux gérer. Et ensuite de ça, tu divises ton contenu en plusieurs sections. Mais moi, je dis qu'avec un podcast, je suis capable de faire 30 pièces de contenu. Facile. C'est ça. Puis ça me fait penser en même temps le point très important que quand on fait affaire avec un créateur de contenu, oui, on peut lui offrir de venir passer une expérience gratuitement ou avoir des produits, mais il faut quand même payer un montant pour payer son temps, son travail, parce que lui, je suis tellement d'accord bien souvent, le créateur de contenu va être une maison de production à lui tout seul. C'est lui qui va faire ses montages, ses enregistrements. Ça coûte cher. Lui qui va faire sa recherche. Il y a énormément de travail. Moi, j'estime que pour une vidéo, environ pour 1 minute de vidéo, il y a 10 heures de travail en moyenne. Ça inclut la recherche, le montage, le travail pour le tournage. Ça se peut, tu sais, il peut y avoir plusieurs takes aussi. Ça peut être un très gros montage de tournage aussi qui peut être compliqué. Tu sais, on pense pas derrière tout le travail qu'il peut avoir derrière un résultat d'un travail comme ça. Ça veut dire que si tu invites le créateur de contenu à venir genre essayer
ton centre de fun à Laval, ben paye son temps aussi. Il faut qu'il charge son temps au moins au minimum. Exactement. Puis moi, il y a beaucoup d'agences de presse avec qui qu'on a travaillé ou de marques. Ça, je trouvais ça bizarre, puis à la limite du malaisant, ou qui disaient on veut spécifiquement pas vous payer parce qu'on veut pas biaiser votre opinion, mais si votre opinion est négative, on veut pas que vous la publiez. Je suis comme, what? Pour moi, ça n'a jamais été une question de biaiser son opinion, mais plus une question de respect. Si tu me demandes de me déplacer, exemple, à l'autre bout de la ville ou même parfois à l'autre bout de la province, je suis pas mal plus à l'aise si tu payes pour que je sois mon temps et mon essence au minimum, puis je suis encore plus à l'aise de le faire si tu me payes convenablement comme un professionnel, et puis en plus de ça, je suis encore plus à l'aise parce que si tu me payes en tant que professionnel, disons un montant qui va tourner autour du 50 à 150 $ pour mon temps que je suis là, donc un 500 ou un 1000 ou un 2000 pour un contrat, pour exemple un créateur de contenu qui a, entre 50 et 100 000 followers sur Instagram, légitime, très légitime comme prix, je donne ça comme exemple. Les ententes, il n'y a pas de standard, c'est vraiment du cas par cas, mais anyway, pour avoir quelqu'un physiquement, moi, c'est quelque chose que je trouve légitime, mais si tu me payes le prix d'un professionnel, ça me permet de venir avec du bon équipement. Peut-être même de venir avec quelqu'un qui va m'aider à faire du contenu photo, vidéo, et puis vraiment faire en sorte que ma présence en vaille la peine, en vaille réellement la peine, parce que ça me donne les moyens de faire du contenu de qualité. Il faut donner le moyen aux créateurs de contenu de faire du contenu de qualité. Si tu me donnes une fucking carte cadeau de 20$ pour que je m'achète un fucking sandwich, ok, genre dans une chaîne de sandwich très populaire, ok? On n'aimera pas ça, oui. je suis à la limite du insulté, dans le sens où est-ce que j'apprécie qu'ils me considèrent, mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Puis pourquoi que je ferais du contenu pour 20$? C'est malaisant, puis moi en tant que marque, c'est malaisant aussi parce que j'ai l'impression de rire de mon monde. Puis surtout, où est-ce que c'est encore plus malaisant, c'est quand tu te fais promettre 50 fois, la prochaine fois, ça va payer. Puis je trouve que Souk permet tellement de garder un track record de ces choses-là et puis fait la promotion de bonnes pratiques. Donc, pour cette raison-là, je trouve que Souk, c'est tellement la bonne solution au bon moment. Puis c'est ce qui manquait pour structurer... Oui, pour encadrer le marketing d'influence. C'est ce qui manquait. Tu peux commencer à envoyer un produit à un influenceur pour y faire découvrir. Totalement d'accord. Parle-en pas, je m'en fous, découvre-le. Admettons que tu vois que la personne en parle, hey, ouvrons une discussion, parlons. Toi, là, sur le long terme, admettons qu'on voudrait des posts exclusifs pour 1 an sur notre marque. Moi, je veux que des posts exclusifs pendant 1 an, là, 1 fois par mois sur ma marque, combien tu me chargerais? Tu sais, ça serait quoi ton tarif? Tu sais, ça peut être ça, parce que moi, je trouve aussi, qu'est-ce qui ajoute de la crédibilité aux créateurs de contenu? C'est un partenariat long terme. Je regarde, admettons, la petite bête avec IGA. Ça fait 2 ans qu'elle est avec IGA. Ah oui. Mais, tu sais, c'est le fun. Tu sais, c'est le fun de voir que IGA travaille avec la petite bête depuis 2 ans. Ça établit un lien de confiance non biaisé. Tout le monde, de toute façon, fait son épicerie à peu près chez IGA, Provigo, Métro au Québec, Maxi. Hein? Ben oui, Maxi. Excusez-moi. C'est tellement qu'elle a un fit naturel avec IGA. Exactement. Tu sais, IGA, il y a le côté un petit peu, tu sais, genre justement avec ses ambassadeurs, tu sais, santé, bonne bouffe en famille. On pense à Stefano Faita, Distasio, l'autre là, avec Bégin. Christian Bégin, oui. Oui, c'est ça. En plus, c'est le même nom que toi quasiment, ça. Ah, oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, fait que la petite bête, c'est un ajout naturel à ses ambassadeurs. Je veux dire, à peu près la même catégorie d'âge que, parce que je connais Manon, la petite bête, tu sais, elle a le même âge que Stefano, puis ces ambassadeurs-là. Une famille comme eux autres, fait que tu sais, ça va dans la même essence et ça fait naturel. Et 2 ans, je trouve que, ben, moi, je vais faire confiance. Ça fait 2 ans que IGA, il fait confiance aussi à elle. Ben c'est ça, c'est le long terme qui donne vraiment des résultats. Ben oui. Tu peux pas payer un créateur de contenu pour, mettons, une publicité dans un podcast puis dire « Ah, ça m'a rien rapporté, on va laisser faire l'entente. » Non, allez-y pour au moins 2-3 mois minimum pour commencer à venir vraiment avoir un résultat. Puis tu sais, tu parlais de IGA, tu sais, eux autres, en créateur de contenu, je sais pas si vous vous rappelez le gars en Gaspésie, le propriétaire d'une franchise qui faisait des vidéos en chantant puis on faisait n'importe quoi. Puis ils ont fait son personnage en 3D pour la fin de l'année en plus, tu sais.
ils ont compris que le web pouvait amener quelque chose à l'entreprise générale. Exactement. Puis tu sais, cet ambassadeur-là, moi, j'ai suggéré à un client récemment qui avait un peu le même profil, mais un peu plus gêné de le faire. Let's go! Sois ton propre influenceur, sois ton propre créateur de contenu. Parce que c'est pas vrai que, tu sais, l'entreprise doit être aussi son propre créateur de contenu. Mais il faut aussi qu'elle le partage, ce contenu-là, un peu, tu sais, comme... tu sais, aux États-Unis, là, les marques, les propriétaires d'entreprises, ils vont faire le podcast ou ils vont aller faire la vidéo YouTube pour aller faire un challenge, puis ils sortent de leur zone de confort. Tu sais, genre, je regarde, mettons, Gary Vaynerchuk, pourquoi qu'il y a tellement d'engouement sur lui? Ben, il a été faire des niaiseries avec Jake Paul. Il a été avec un autre qui avait un certain reach, tu sais. Donc, tu sais, je pense Backpack Kid, justement, avec la petite danse là, du Backpack Kid. Quand il trendait, il était le voir, ben oui. Tu sais, tu vas voir les créateurs de contenu. Moi, quand je leur parle aux créateurs de contenu, je les connais parce que, tu sais, j'en ai fait partie de cette gang-là. Mais ici, au Québec, je trouve qu'il y a aussi, là, ça, on en reparlera, beaucoup d'hypocrisie, genre, tu sais. Mais ça, on en reparlera. D'incompréhension énormément. Ouais, exactement. Beaucoup. Mais beaucoup entre les créateurs de contenu, j'ai l'impression que, tu sais, tu dis que t'es créateur de contenu, et je l'ai vu avec Néomédia, OK? Je l'ai vu, OK? Du moment que j'ai dit, OK, j'arrête de faire de la création de contenu et je me concentre sur Néomédia. Ah, Josiane, pense à moi, hein, si t'as quelque chose pour les créateurs de contenu. Puis tu voulais pas, genre, qu'on collabore sur une pièce de contenu. Mais ça, c'est bizarre parce que justement, aux États-Unis puis dans le reste du monde, tu vois, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font des collaborations, puis il y a beaucoup de collaborations. Tandis qu'ici, on dirait, les seules collaborations presque qui se font, c'est beaucoup à l'intérieur d'une clique. Exactement. Puis je dirais, malgré que le monde entrepreneurial est pas parfait, je trouve que les collaborations dans le monde entrepreneurial sont beaucoup mieux et beaucoup plus faciles que dans le monde de l'influence. On dirait que dans le monde de l'influence, au Québec, il y a un genre de petite mafia, un genre de cartel qu'il faut que tu connaisses les bonnes personnes et puis on parle pas à travers notre chapeau. On l'a vu, on l'a vécu. On l'a vécu. Puis qu'est-ce que j'aime avec ça? Je reviens avec ça. Enlever de ça. Ben oui, exactement. Parce que ça devient un genre de milieu neutre où est-ce que les gens vont faire des affaires et puis où est-ce que c'est pas à propos de tu connais un, tu connais l'autre. Non, c'est à propos, c'est un terrain neutre, c'est intéressant pour tout le monde. C'est à propos de vraiment l'entreprise avec le créateur de contenu lui-même et non, tu sais, c'est la décision vient à chacun s'ils veulent faire travailler ensemble. Il n'y a pas d'affaire de contact, tu sais, je vais te mettre en contact avec un créateur qui va te faire quelque chose. Est-ce que cette personne-là est vraiment désignée? Ça, on l'a vu. On le sait pas. On l'a vu. C'est ça. Ça me fait penser à quelque chose qu'on a déjà vécu. Qui était assez fou à propos de faire quelque chose. Ouais. Mais tu sais, comme, je pense... Pour un contrat. Ouais, ben tu sais, je pense aussi, tu sais, comme admettons en janvier, quand Vanessa BM est venue à Montréal, on a fait un vlog avec elle. Tu sais, c'était le fun. On échangeait sur le marketing web. Puis tu sais, je voulais avoir son point de vue sur le marketing d'influence. Puis elle me posait des questions sur TikTok qu'elle ne connaissait pas vraiment. Fait que tu sais, on a eu, tu sais, des belles discussions. Puis on a visité Montréal en même temps, puis tu sais, on a filmé notre périple et tout, puis tu sais, genre, ça a donné le goût aussi à Vanessa de faire du contenu, puis tu sais, genre, comme, wow, je me sens supportée, puis tout ça, puis shout-out à Vanessa si jamais elle nous écoute en ce moment et tout. Fait que, oui, non, vraiment, elle devrait venir sur notre podcast parce que beaucoup, justement, de créateurs de contenu qui devraient justement s'inspirer de ça. Je sens qu'il y a des images de ça qui passent sur Twitch, là. Mais... je vois plus rien, mon téléphone est mort sur Twitch, fait que je regarderai ça tantôt. C'est correct, mais vraiment... Je trouve que des approches comme celle de Vanessa BM, Vanessa BM pour Instagram, pour ceux qui veulent la suivre, c'est une belle et une bonne approche, c'est sain, elle est chumée avec tout le monde, et puis les seules fois que je l'ai vu complètement fermée, c'est à des gens qui sont justement, qui manquent d'intégrité ou qui manquent de transparence, et puis ça, c'est un bel exemple de bonne pratique, et je trouve de bonne personne. Et puis encore là, je reviens à Souk, je relance tout le temps la balle à Souk, mais Souk va permettre de mettre ces gens-là, les bonnes marques qui veulent faire des bonnes affaires avec les créateurs de contenu, avec les bons créateurs de contenu qui veulent faire du contenu gagnant. Exact, parce que la première réponse, la première question qui est posée par Souk, c'est vraiment, es-tu intéressé de travailler avec cette personne?
Tu sais, c'est pas vraiment parler de prix ou tout de suite aller directement sur le contenu. C'est vraiment, ça t'intéresse-tu de travailler avec? Oui, non. Il n'y a pas d'affaire, t'es trop cher, t'es pas assez cher ou t'as pas assez d'abonnés. Tu sais, ça n'a pas rapport non plus. Si t'as 500 abonnés sur ta chaîne, tu sais, tu peux rejoindre au moins peut-être 400 personnes. Puis si la personne Oui. a 10 000 abonnés, ça pourrait, si tu tes abonnés qui sont actifs, tu sais, c'est quoi le taux de rebond? Fait que Exact. la Il y a des personne qui va avoir créateurs de 500 contenu qui ont... abonnés, tu sais, Ah va ouais. coûter moins cher, mais comme je disais, à long terme, il va peut-être avoir des nouveaux abonnés, puis là, ça va être payant. On a vu des campagnes avec des gens qui avaient 200 000 personnes qui ont été extrêmement gagnantes, comme on en a vu avec des gens qui avaient 5 millions, qui étaient Bof, ouais. corrects. C'est ça, exactement. C'est ça, vraiment quelque chose qui est important, là. Le taux d'engagement, c'est vraiment important. Là. Ouais, puis tu sais, si jamais vous voulez, tu sais, comme créer de l'engagement, créez-vous, entre parenthèses, un réseau d'engagement. Pour vrai, ça aide, OK? Parce que si tu prends les Kardashian, là, tu sais, tout le monde connaît Kim Kardashian, Kylie Jenner, pis ça, like et commente les publications et les partagent toutes entre eux autres. Puis je pense que, tu sais, minute que, mettons, on devrait faire ça aussi, là, puis on le fait pas tout le temps, mais tu sais, minute que Néo Média publie quelque chose, on devrait le partager notre gang, tu sais, pour que ça se fasse voir. Puis après ça, tu sais, comme ça, on a comme notre petite clique, ça aide, mais cette clique-là, faut comprendre que faut créer de l'engagement, commenter, partager et tout ça pour justement aussi créer un écosystème solide. Parce que si moi je t'ai mis avec Christian, je sais que Christian, il y a des amis que mon contenu intéresse. Vrai ou faux? Oui. Totalement, totalement. C'est ça. Fait que tu sais, je pense que tu sais, en tant que créateur de contenu, puis même entreprise, tu sais, serrons-nous les coudes pour vrai, là, pas comme le hashtag serrons-nous les coudes avec Ricardo, entre autres. Seigneur, un autre Maison de Québec, là, mais ça, c'est un autre histoire. Fait que, tu sais, genre, tu sais, de créer vraiment, tu sais, de l'engagement sincère, de partager le contenu d'un puis l'autre. Tu sais, des fois, Christian, quand il partage quelque chose, je le partage, pas tout le temps, mais quand je sais que ça peut intéresser mon audience, puis pareil pour toi, Christian ou Simon, vous moi, le ce que je fais, partagez. tu sais, des plateformes comme Facebook, les gens les savent peut-être pas, mais tu peux faire des listes d'amis puis les classer. Genre, ça, c'est des entrepreneurs. Ça, c'est des gens qui s'intéressent au podcast. Ça, c'est des vidéastes. Tu sais, tu classes tes amis de même dans plusieurs catégories. Puis quand tu as un truc à partager, mais tu cibles directement les personnes que ça pourrait vraiment intéresser. Tu sais, si tu partages quelque chose en rapport au comment faire une bonne vidéo sur YouTube, ben ça pourrait pas intéresser ta grand-mère. Fait que tu partages vraiment à une liste directement. Tu Puis là, pourrais être tu vas avoir surpris. un meilleur taux d'engagement, oui. Non. En blague, récemment, moi, il y a un article qui a été partagé que j'avais écrit sur mon site josianebrousseau.com à une grand-mère qui s'inquiétait de la présence YouTube des enfants. Fait que là, moi, l'article, c'est comme, tu sais, mon enfant veut devenir influenceur, vlogueur, YouTuber, quoi faire. Puis, tu sais, je donne comment qu'on le vit chez nous. Puis je pense que, tu sais, c'est un plus-value, tu sais, d'expliquer, parce que ça aussi, ça touche une corde sensible, tu sais, des enfants influenceurs, tu sais. Mais, tu sais, comme Daphné, c'est parce que elle est née là-dedans, là, on se le cachera pas. Fait que, tu sais, elle, j'ai retrouvé une vidéo, j'ai trouvé une vidéo de, là, peut-être quand elle avait 2 ans, puis elle fait « OK, Google », puis 2 minutes après, « Maman, selfie, s'il te plaît ». C'est comme, elle avait 2 ans. Oh, ouais, non, totalement. Puis, anyway, tout ça pour dire, je pense qu'il y a encore beaucoup de place dans le futur pour le marketing d'influence. Oui. Je suis convaincu, dur comme fer, que les marques peuvent bénéficier de ça. C'est une manière de créer du contenu autour de sa marque et de faire connaître sa marque qui est, pour moi, le moins cher qui existe. Ça nous fait du contenu qu'on peut recycler en posts de médias sociaux, posts de blog, en email marketing, de toute manière possible imaginable, sur plein de canaux différents. C'est une belle place où commencer pour les marques, et puis chaque marque qui veut s'établir comme une grosse puissance mainstream devrait le faire. Une belle place où commencer, c'est Souk. Vous créez votre offre, vous créez qu'est-ce que vous voulez faire, et puis ensuite vous le partagez autour, où les influenceurs qui sont déjà sur Souk, les créateurs de contenu sur Souk vont venir dans le fond répondre à votre appel d'offres, et puis après vous allez voir avec lesquels vous voulez travailler. Le marketing d'influenceurs, c'est une belle manière de faire des affaires à condition qu'on le fait bien. Si on n'a aucune idée de ce qu'on fait puis qu'on le fait tout croche, ça peut être un
cauchemar, mais si on le fait bien, puis qu'on suit les étapes avec des experts, justement comme Josiane entre autres, ou Christian, et ou qu'on utilise une plateforme comme ça va bien aller, et puis ça va être extrêmement positif ça va bien aller. pour toutes les parties. Encore là, je trouve que d'un côté, c'est overrated dans le sens où il y a des gens qui pensent qu'une simple publication va faire un monde de différence. Non, c'est pas juste ça. Et puis en même temps, je trouve que c'est underrated parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de la puissance de ce modèle d'affaires-là. Sur ce, je pense qu'on s'en vient vers la fin du podcast. Josiane, close-nous ça. Ben, en fait, pour closer, OK? Juste pour faire sûr que tout le monde a compris le message du podcast, OK? Première étape, créer un e-com au plus sacrant. Oui. Appelez-nous si vous voulez le faire par des professionnels comme le beau Christian et le beau Simon. Ah oui. Ils sont beaux, nos gars, chez nos médias, OK? Genre, il y a juste des beaux gars dans la tête. On peut pas chez quoi à faire pour l'instant. Ouais, mais vous êtes beaux pareil, les gars. Okay. Fait que ça, c'est règle numéro 1. Règle numéro 2, créer sa propre présence en ligne. Publication, contenu, montrez-vous la face, parlez, ouvrez vos grands gueules. Hein, c'est ça, tu sais. Et soyez actifs sur les médias sociaux. C'est un essentiel pour faire connaître son e-com. Quitte à faire une petite gigue comme le monsieur de chez IGA. Ben, sinon, aller sur ça puis engager un créateur pour faire du contenu directement pour l'entreprise. Genre, si l'entreprise sa prochaine YouTube, tu sais, pourquoi pas engager quelqu'un qui a déjà l'équipement et qui est déjà capable de le faire pour le faire à votre place. Ça, c'est une autre possibilité aussi qu'on n'a pas parlé. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire souvent affaire avec les mêmes personnes. Moi, j'adore ça. Les marques qui font souvent affaire avec le même créateur de contenu. Tu sais, comme exemple, une marque comme Cove qui fait souvent affaire avec la chaîne comme DDE. Cove, c'est un speaker USB. Ben, j'ai envie d'en acheter un jour que je vais acheter un speaker USB parce qu'ils font vivre une de mes chaînes préférées. Puis en plus, ça a l'air de mon produit. Exactement, tu sais. Puis donc, tu sais, de créer aussi des opportunités à travers les créateurs de contenu et ne pas être gratteux, OK? Même si ça vous coûte 200 $, ben votre 200 $, il va le valoir, mais aussi de mettre de la publicité Facebook et Instagram, de mettre ces contenus-là, hey, il y a telle personne dans notre infolette, mais on va dire Marie-Lou 3 fois par jour a parlé de notre produit fantastique. Ben, mettez-le, ça ajoute de la crédibilité à votre marque. Si un journal en parle, parlez-en que le journal a parlé de votre marque. Comme moi, à chaque fois que, tu sais, en bas de notre site, puis on va le mettre sur Néomédia parce qu'on commence à avoir de plus en plus de revues de presse depuis le début de l'année, ben on va tout mettre les liens, justement. Pourquoi? Parce que ces gens-là en parlent de nous autres. Ils en parlent de ces solutions-là. Donc, tu sais, c'est d'être son propre créateur de contenu et de créer des opportunités avec les créateurs de contenu, je pense qu'il est très important. Et surtout, d'avoir un e-com à ce temps-ci. Et on s'entend que même si les business rouvrent demain matin, les gens, ça prend 30 jours pour prendre une habitude. Moi, là, je suis habituée de faire venir mon épicerie en ligne, là. J'ai pas le goût de me lever nécessairement. Je vais peut-être me lever parce que, tu sais, j'ai rien à faire un samedi, mais j'irai pas exprès, là, tu sais. Je pense que je sais pas si... Allô? Allô? Oui. Ouais, okay. On est tout oui. On est tout oui. Ben, tu sais, il y a eu un gros silence awkward, puis là, je suis comme, les gars! Ouais, on est là. On est là! C'est ça. Donc, tu sais, son e-commerce, là, c'est important. Puis s'il faut vous réinventer, réinventez-vous. Si vous avez déjà une infrastructure qui est là, comme je pense à Taina, tu sais, qui avait déjà du café, mais qui a créé des nouvelles opportunités avec d'autres fournisseurs qu'elle connaissait, que eux aussi avaient un besoin d'être distribués et elle est sa propre influenceur, tu sais, elle est sa propre créatrice de contenu. Let's go, un post pour dire ça, let's go. Moi, j'adore ces cartons rouges, là, si vous allez voir Taina, là, pour les cartons rouges. Puis, tu sais, allez écouter le podcast aussi avec Taina. Je pense que, tu sais, on montre vraiment c'est quoi le pivot entrepreneurial. Puis s'il faut que vous fassiez le con comme François Lambert, mais il est pas con à temps plein, il le dit. Ah, ça a été la quote. Jusqu'à maintenant, c'était la citation depuis le début de cette saison-là, de la saison 2 de notre podcast, que tout le monde nous en a parlé. François Lambert qui a dit « J'ai peut-être l'air con, mais je suis pas con à temps plein. » Ça n'en dit tellement long, et puis il y a tellement développé autour de ça. Exactement. Puis tu sais, je veux dire, ayez de l'air con.
ça va attirer des gens. Seulement parce que le monde en justement, parle, c'est ça? c'est exactement oui. parce que, tu sais, même, check, le maudit parvenu. Moi, je le vois, le maudit parvenu en Segway, en chess, là, tu sais. Allô? Stan Leloup a fait une vidéo là-dessus sur la chaîne Oui. Marketing Mania sur les bizarreries, justement, où est-ce qu'il disait que la bizarrerie menait souvent vers le succès sur le web. C'était tellement une bonne vidéo où il décortiquait pourquoi des gens comme Gary Vaynerchuk ou des gens comme François Lambert devenaient hyper populaires sur le web et puis qu'ils étaient pris pour des faux débuts, puis par la suite pour devenir des génies. C'est vraiment intéressant sur la chaîne Marketing Mania. Bizarre égale succès. Comment utiliser votre bizarrerie pour construire un monopole comme Gary Vaynerchuk sur la chaîne Marketing Mania. C'était tellement bon. Donc, soyez votre propre influenceur, mais collaborez avec d'autres influenceurs. Utilisez Souk. Soyez en ligne avec votre propre e-commerce si vous vendez un produit. Si vous vendez un service, ayez un site qui vous présente comme étant la référence dans le domaine. Présentez-vous, donnez des trucs, aidez votre audience. Soyez le meilleur que vous pouvez être et puis créez un groupe de gens qui avancent avec vous. Voilà, je pense que ça résume bien qu'est-ce qu'on vient de parler. Josiane, as-tu quelque chose à ajouter? Pantoute. Fantastique. Christian, c'est une bonne toi? Fin, ça. C'est super comme ça. J'invite encore les gens à venir voir ça, s'inscrire. On a dit c'est quoi l'adresse? sookmedia.com, c'est un mot SOOKMEDIA.com. Média. Parfait. Je le mettrai dans la barre de description de YouTube. Sans ça, je pense que je suis marqué que je travaille. Sans ça, sur mon profil Facebook, c'est marqué que je travaille pour Souk et Néo Média. Fait que j'ai 2 jobs. Il y a moyen de nous trouver facilement, mais Souk Média, même sous Google, vous allez tout trouver ce qu'il faut pour vous connecter. Puis après, c'est juste de suivre les étapes et puis ça va bien aller. Donc, merci d'avoir été avec nous. Encore une fois, saison 2, épisode 7. C'était un plaisir. Merci Josiane, merci Christian. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Wi-Fi Café Ambition. Bon succès tout le monde. Christian, est-ce que tu vas revenir? Ben oui, c'est sûr. Oui, parce que la semaine prochaine, j'aimerais ça qu'on soit peut-être toute la gang de Néo Média. Ah, ça serait le fun, ça. Ça serait vraiment le fun. Donc, ça serait vraiment à la prochaine. Peut-être, on verra. Oui. Okay. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Ciao.